Les derniers chiffres des enquêtes qui viennent de paraître, notamment celle de l'INSERM, sont très clairs. En 10 ans, 5 fois plus de jeunes gens âgés de 18 à 25 ans s'identifient comme bisexuels ou pansexuels. On va évidemment définir ensemble ces deux termes. Chez les 18-29 ans, donc cela concerne 15% des femmes, 4% des hommes, et on observe des évolutions similaires dans d'autres pays comme en Espagne ou en Allemagne. Et pourtant, les bisexuels traînent derrière eux et elles de sacrés clichés qui continuent de les invisibiliser, voire de nier leur existence. Les bis seraient, par exemple, d'éternels indécis ou d'incorrigibles infidèles. On va y revenir puisque ce sont ces stéréotypes que vous vous appliquez à déconstruire dans votre essai. Camille Test, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes journaliste, autrice donc de cet essai Embrasser la bisexualité qui vient de paraître aux éditions Les Renversantes. On commence, si vous le voulez bien, par quelques définitions. On sait aujourd'hui que la bisexualité est une réalité ancienne, même si on a mis beaucoup de temps à la nommer. Oui, c'est qu'aujourd'hui, la bisexualité, ça veut dire être attiré par plus d'un genre. Mais en fait, jusqu'au 19e siècle, de toute façon, on n'utilise ni les termes hétérosexualité, ni les termes homosexualité, ni les termes bisexualité. Et c'est au 19e siècle qu'on commence à nommer les attirances romantiques et sexuelles. D'abord, ça vient d'un contexte plutôt militant où, en fait, comme les personnes qui ont des pratiques de type sodomie, par exemple, sont réprimées, des primo-militants, enfin des militants vont, comme Karl Maria Kurt-Benny, par exemple, vont mettre un mot sur la réalité de ces personnes dans le but, en fait, de les défendre. Mais très vite, ces termes, homosexualité puis hétérosexualité, vont être, en quelque sorte, repris au compte notamment des psychiatres qui vont pathologiser ces pratiques et puis en faire des maladies, des déviances. C'est comme ça qu'apparaît le mot bisexualité à la fin du 19e siècle, sous la plume d'un psychiatre germano-autrichien, Krafft-Ebing, qui va ensuite en faire une déviance comme une autre. Mais c'est ça, lui, il parle d'anomalie sexuelle avec ce contexte sémantique que vous avez présenté, c'est-à-dire qu'on a d'un côté l'hétérosexualité qui est la bonne pratique, l'homosexualité qui est la mauvaise pratique, et ce modèle binaire qui s'impose. Ouais, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire pourquoi la bisexualité, c'est pas imposé en fait comme les termes homo, hétéro. Ça, c'est tout au long du XXe siècle que en fait cet entre-deux, en quelque sorte, va être complètement effacé, notamment sous l'influence de gens comme Freud, en fait, qui vont vraiment qualifier la bisexualité d'une espèce d'état infantile, immature, voué à disparaître. Les gens iront vers de l'hétérosexualité ou de l'homosexualité selon lui. Et ce qui est dingue, c'est que évidemment, bon, c'est totalement faux. Il y a des gens qui Oui, c'est restent ça. bisexuels, sauf que ça va vraiment colorer tout notre état de pensée au XXe siècle. C'est ça, c'est l'héritage de Freud qui explique que la bisexualité serait l'état de l'enfance et Ouais. qu'ensuite, chacun choisirait une voie en quelque sorte, hein. Voilà, et ça impose un système culturel, une norme que moi j'appelle la mononormativité. C'est pas moi qui invente ce terme pour autant, qui est qu'en fait on considère que c'est normal, voire souhaitable de n'être attiré que par un seul genre, soit le genre opposé si possible, l'hétérosexualité, soit à la rigueur le même genre que soi, l'homosexualité, mais que finalement être attiré par plusieurs genres, ça serait une anomalie, et c'est ce qu'on voit, encore aujourd'hui dans tout un tas de représentations culturelles. Les bis sont très mal représentés, mais quand ils sont représentés, c'est vraiment sous la forme d'une déviance sur laquelle on pourra revenir un peu plus en détail. On va y revenir évidemment, mais qu'est-ce qui remet en cause en quelque sorte cette mononormativité? Ce qui est intéressant dans votre essai, c'est aussi cet historique et notamment Alfred Kinsey. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous la décrire, Camille Test? Oui, en fait, Alfred Kinsey, c'est un chercheur donc des années 40-50 aux États-Unis qui en a un petit peu marre de cette culture très conservatrice, très jugeante sur les pratiques sexuelles. Donc, il va vraiment faire une très, très grande enquête avec des assistants, des assistantes aux États-Unis et qui va se rendre compte qu'en fait, si l'hétérosexualité est majoritaire, en réalité, elle n'est pas complètement la norme puisqu'il y a énormément, il y a des gens qui sont purement, on va dire, homosexuels, d'autres qui sont un petit peu entre les deux. Donc, il va poser tout un tas de questions à des gens. Est-ce que vous avez déjà ressenti des attirances pour des gens de même sexe? On parle de sexe alors et pas de genre. Est-ce que vous avez déjà ressenti des sentiments amoureux, etc. Puis, il va placer les gens sur une échelle de 0 purement hétérosexuel à 6 purement homosexuels. Et puis, les gens qui seront, on va dire, entre 1 et 5, on pourrait considérer que c'est une forme de bisexualité. Est-ce que cette échelle, elle est fixée dans le temps? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a choisi
choisi son numéro, en quelque sorte, ça n'évolue plus. Bah, c'est ça qui est passionnant avec la bisexualité, c'est qu'évidemment pas du tout. On peut tout à fait, avoir eu que des attirances, hétérosexuelles pendant longtemps, puis tout à coup se découvrir, des attirances homosexuelles. Kinsey par exemple, il dit qu'au début il était plutôt à 1 et 2, puis il évolue vers 3 ou 4. Et ça dit quelque chose en fait de la fluidité de nos sexualités, de nos attirances, qu'elles soient sexuelles ou romantiques. Et c'est quelque chose que j'invite à embrasser évidemment, puisque c'est le réel tout simplement. Le titre de votre essai, Embrasser la bisexualité. On va revenir évidemment aussi, puisque c'est l'un des stéréotypes, l'un des clichés, le fait que c'est fixé dans le temps et que ça n'évolue pas, qu'il n'y a pas de fluidité. Un mot, puisque vous l'avez dit, Camille Thèse, vous avez fait la différence entre le sexe et le genre. Est-ce qu'on Ouais. peut revenir sur ces deux notions? Qu'est-ce que ça change dans la conception même de la bisexualité et la réflexion sur ces questions-là? Bah, c'est que pendant longtemps, et notamment au 19e siècle, on considère que les attributs génitaux, le sexe donc, c'est ce qui définit voilà, le fait qu'on soit un homme ou une femme. Puis peu à peu, tout au long du 20e siècle, et notamment la deuxième partie du 20e siècle, il y a une conversation sur le genre qui arrive, où on se rend compte que finalement, le genre, c'est plutôt un construit, ce sont des pratiques et des attributs qu'on vient coller sur le sexe, mais qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans ça, c'est-à-dire que des gens qui vont être assignés hommes ou femmes à la naissance vont finalement pas se retrouver dans cette assignation, et puis des gens qui de toute façon vont pas se retrouver dans la binarité homme-femme et vont plutôt être des personnes dites non binaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de bisexualité, on dit être attiré par plus d'un genre, parce qu'on dit pas être attiré par les hommes et les femmes, parce qu'il y a des gens qui ne se reconnaissent dans ni l'un ni l'autre, et que contrairement à un cliché, un poncif vraiment éculé, la bisexualité n'est pas ambiphobe, c'est-à-dire ne discrimine pas les personnes non binaires, au contraire, est une façon d'embrasser un peu tous les genres qu'il pourrait y avoir. Now some may say, oh, you're just gay. Why don't you just go gay all the way? But that's not it, cause bi's legit. Whether you're a he or a she, we might be a perfect fit. And one more thing, I tell you what, being bi does not imply that you're a player or a slut. Sure, I like sex, Please make him stop. but I'm no hoe. I take things slow until I feel at ease. So if you ask me how I'm doing, I'm feeling Getting B, extrait de la bande originale de la série Crazy Ex-Girlfriend, chantée par Adam Schlesinger. Camille Thèse, vous citez cette chanson dans votre livre. Voici une traduction des paroles. Certains me disent que je suis gay et me demandent pourquoi je ne vais pas au bout du chemin. Mais ils se trompent, que vous soyez un il ou une elle, vous pourriez être parfait pour moi. Pourquoi on a du mal à concevoir cette bisexualité? Mais encore une fois, parce que le système mononormatif qui s'est imposé au XXe siècle nous a mis dans la tête de tous et toutes que, en fait, on était soit en direction de l'hétérosexualité, soit en direction de l'homosexualité, et que le fait d'avoir les deux en même temps en soi, c'était qu'on était des menteurs, qu'on se mentait à nous-mêmes, qu'on mentait aux autres, qu'on voulait faire nos intéressants. On a beaucoup accusé, par exemple, certaines stars bisexuelles, Madonna, Lady Gaga, Cardi B, Amber Heard, de faire ça finalement pour attirer l'attention. Dès lors qu'en fait le fait d'être attiré par plusieurs genres n'est pas représenté dans les films, à la télé. Enfin, là, cette chanson, par exemple, cette série, c'est l'une des rares représentations objectives et positives de la bisexualité. Comment voulez-vous que les gens acceptent le fait qu'on puisse effectivement être attiré par plusieurs genres? Et j'insiste, c'est vraiment important de le faire, hein, c'est vraiment important qu'on progresse sur ce sujet, parce que tous les bisexuels, moi comprise, je suis bisexuelle, vous l'aurez sans doute compris, se construisent sans représentation de ces attirances pour plusieurs genres. Et les conséquences sur la santé mentale et l'image de soi, mais elles sont catastrophiques. On va revenir sur les représentations, mais vous racontez dans votre livre cette anecdote assez amusante. Vous êtes à une terrasse de café et un groupe d'hommes discute. Ils s'étonnent qu'une femme en couple avec une autre femme ait été vue par l'un d'entre eux en train d'embrasser un homme. Et alors là, évidemment, mini-enquête dans ce groupe d'hommes bien informés. Ils ont envisagé tout, même l'hypothèse qu'elle est une sœur jumelle, mais jamais qu'elle est tout simplement bi. Mais ça, c'est incroyable. Enfin, c'est vrai que quand j'écrivais ce livre, quand cette anecdote est arrivée, donc je tendais l'oreille à cette terrasse de café, je me suis dit, pour moi, c'est du pain béni, mais c'est vrai qu'en fait, il suffit de dire aux gens, si vous croisez dans la rue un couple avec un homme et une femme, vous allez vous dire, voilà, deux hétéros. Vous croisez deux hommes ou deux femmes, vous allez vous dire, voilà, deux personnes homosexuelles. En fait, toutes ces personnes pourraient être bisexuelles, mais on n'envisage jamais le fait que ce soit le cas. Et d'ailleurs, il n'est pas question de viser simplement les hétérosexuels qui seraient plus fermés à la bisexualité. Chez les homosexuels aussi, dans la communauté homosexuelle, souvent, pendant longtemps, ça a été mal vu aussi.
Alors, c'est hyper intéressant quand on s'intéresse effectivement aux cultures homosexuelles et notamment à la culture militante à partir des années, on va dire, 50 un petit peu, puis plutôt 70, de voir que effectivement l'homosexualité, elle n'est pas anodine non plus dans ces milieux-là. La bisexualité, pardon, elle n'est pas anodine non plus dans ces milieux-là parce que pour plusieurs raisons, mais notamment parce que elle vient un petit peu flouter, créer du flou entre une identité homo très différente de l'identité hétérosexuelle, et donc elle complique les luttes en quelque sorte. Elle vient apporter de la complication dans un moment où en fait ce qu'il faut c'est montrer qu'on est différent, mais montrer qu'on est voilà, une entité forte, stable, indépendante, qui du coup est plus à même de lutter. Et donc, bref, ça vient tout compliquer. Ça gomme les frontières voilà. effectivement entre l'homosexualité et l'hétérosexualité, voilà. et ça rend difficile aussi le discours politique à ce moment-là. Absolument. Et en fait, le problème, c'est que du coup, tout ça, c'est un petit peu fait au détriment des bisexuels. On va dire que ce sont des traîtres, qu'ils profitent, on va dire, des avantages de l'hétérosexualité, mais la nuit, ils aiment bien être homosexuels parce que ça leur permet aussi de profiter de ces avantages. Enfin voilà, il y a aussi dans ces milieux-là cette critique d'un groupe qui viendrait comme ça un peu passer d'un milieu à un autre. Et ce qui est fou, c'est que on lit des choses sur le sujet dans les années 50, 60, 70. Encore aujourd'hui, dans les milieux queer, c'est vraiment pas anodin d'être bisexuel et on passe notre temps à se défendre d'être des traîtres. Alors justement, en 2015, il y a une enquête nationale sur la bisexualité qui révèle les préjugés les plus fréquents sur les bis, instables, en questionnement permanent, c'est-à-dire cette indécision en fait, dont on a déjà parlé, voire lunatique ou bipolaire. Carrément, il y a presque de la maladie derrière. C'est qu'on est dans une société psychophobe ou saniste, c'est-à-dire une société qui juge la maladie mentale, le trouble, l'instabilité de façon générale. Donc toute personne à qui on colle ce préjugé d'instabilité, de toute façon, va être mal vue, va être considérée comme dangereuse. Or, par définition, la bisexualité, puisque cette case n'existe pas tellement dans la tête des gens, dans la représentation des gens, ça veut dire que les gens sont instables, ils sortent, ils re-rentrent, voilà. Et donc, forcément, on en a peur. Et puisqu'on en a peur, on ne veut pas relationner avec eux. Moi, ça m'a vraiment choquée quand je me suis rendu compte que 2 personnes sur 5 ne voudraient pas être en relation amoureuse avec une personne bisexuelle. Ça fait très bizarre quand on se rend compte de ça. On en a peur, vous le dites, et ce sentiment, on le retrouve dans les représentations à l'écran, au cinéma, dans les séries, les personnages qui sont bisexuels. On leur colle une étiquette de duplicité, par exemple. On leur colle aussi des étiquettes comme ça qui sont très, très négatives. C'est Sharon Stone dans Basic Instinct qui est une psychopathe. C'est 20 ans plus tard dans Killing Eve, une autre femme psychopathe. Ça va être des hommes pervers, ça va être des menteurs, ça va être... C'est-à-dire qu'on est très rarement représenté, mais quand on le laisse, c'est quasiment toujours sous cette forme-là. Comment voulez-vous qu'in fine, les gens n'aient pas peur des bisexuels ? Aujourd'hui, la proportion de personnes qui s'identifient comme bi augmente. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train justement de sortir de cette marginalisation en quelque sorte ? Je l'espère. Et le fait est que, moi, j'arrive avec ce livre. Ça fait quelques années quand même qu'il y a ce que j'appelle un réveil bi. Non pas que les bis étaient endormis avant, mais on les écoute sans doute beaucoup plus. Ça fait quelques années que, notamment en France, on voit des collectifs militants bisexuels émerger un petit peu partout, depuis à peu près 2020-2022, dans plein de villes en France. Et donc, je crois qu'en fait, les personnes bisexuelles sont en train de prendre conscience de cette immense invisibilisation dont on a souffert et de tous ces stéréotypes dont on a souffert. Et puis, la société a évolué un petit peu quand même. On est moins homophobe qu'avant. Enfin, il faut bien le dire. Les luttes homosexuelles ont fait leur travail pour permettre aux personnes bi aussi de prendre plus de place, de prendre aussi conscience du fait qu'elles sont bi. Les bi ont participé évidemment à ces luttes homosexuelles. Et donc, on est là, on existe, on est queer. Un dernier mot, les femmes sont plus nombreuses à s'identifier comme cela que les hommes. Comment vous l'expliquez ? Je crois qu'on est dans une société où c'est quand même la fluidité sexuelle et l'attirance quand on est une femme pour des femmes est plus acceptée quand même que pour les hommes. Ça, c'est un premier élément de réponse. Il y a dans la contrainte à la virilité chez les hommes une difficulté à avouer ces attirances pour d'autres hommes. Il y a ça, et il y a aussi, je pense que historiquement, les années du VIH-Sida ont été extrêmement violentes pour les hommes bisexuels qui étaient vus comme des passeurs de sida aux hétérosexuels. Enfin, ça a été vraiment quelque chose de dramatique. On voyait des médias qui prévenaient les femmes hétérosexuelles de repérer les hommes bisexuels. Voilà, ça a fait beaucoup de mal aussi. Merci infiniment, Camille Test, d'être venue ce matin dans la transition de la semaine. Je rappelle le titre de votre essai, Embrasser la bisexualité, aux éditions Les Renversantes, 7h24.